j'ai beaucoup de souvenirs de Beauchamp. Moi, j'ai passé la guerre et ensuite, jusqu'au milieu des années 50, on était là toutes les vacances. Préfet est arrivé, non? En fait, Beauchamp, c'était le lieu des grands-parents. C'était vraiment le lieu des grands-parents. J'ai enseigné à Périgueux dans une école privée où on avait 7-8 enfants juifs qui étaient cachés chez les religieuses. Ah oui, ça c'était tout un problème. En zone libre, il y en a eu beaucoup qui ont été cachés. J'ai un cousin qui est là justement, qui va venir aujourd'hui, qui s'appelle Jacques également, et qui a connu l'aumônier parce qu'il est venu en vacances avec nous après la guerre. Et lui a été caché en zone libre. Justement, je crois que c'était également dans une famille de cultivateurs. Mais lui, c'était en zone libre, il n'était pas du tout dans la même région. Et lui, ses parents ont été déportés, son père et sa mère ont été déportés, son frère aîné et sa sœur aînée ont été déportés, ils ne sont pas revenus. Et mon père, qui vient là tout à l'heure, a rencontré à Auschwitz le frère aîné qui était son neveu. Il l'a rencontré une fois à Auschwitz et puis il ne l'a plus revu, il est mort. Il avait 24 ans quand l'armée américaine est arrivée. Et ben, il était dans un tel état de maigreur, ils avaient dit surtout il ne faut pas boire. Et il est mort après être avoir été libéré. Le jour de la libération. Mon père, c'était un peu ça. Il a failli mourir après avoir été libéré parce qu'on leur a donné trop à manger. Oui. On leur a donné trop à manger. Bah oui, moi j'allais leur donner à manger. Mon père, quand il est revenu, il pesait 45 kilos. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup qui sont morts. Il est encore en vie, ça aussi c'est un miracle. Ça, c'est... Il est encore en vie. Il vient, il devrait arriver d'un moment à l'autre, j'espère. Il vient et il tient beaucoup à être là. Oui. Il était vraiment très très ami avec l'aumônier. Oui. Ah oui. Parce qu'en fait pour nous ça a été nos grands-parents. Oui, on n'a pas eu de grands-parents et ça a été nos grands-parents. Oui. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour, ça va? ça va? On est dans le grenier. Je cherche un partout. Tu n'as pas reconnu? Si, quand même. Ça vient? L'État, c'est un ensemble de choses, mais en France, disons qu'il y a des... Alors, qu'est-ce que ça va bien? Non mais nous, La dame là. Cette dame-là. Bis in der Tension Security. C'est l'arrière-petite-fille. C'est joli. Il a l'air bien. Absolument pas. Monsieur, je ne savais pas que vous étiez déjà là. Ah, d'accord. Est-ce que monsieur Cuperman, vous le connaissez? Il est là. Et bien alors, tout est là. Nous avons travaillé. Et moi, j'attendais en bas. Ah, d'accord. Voilà, on va sortir. On va sortir par la porte et on va descendre en faisant le tour du cours de tennis. À votre rythme. Ah, beaucoup de personnes viennent aujourd'hui. C'est une grande fête aujourd'hui, tu sais. Oui. J'étais sûre que tu sais, C'est Anaïs, c'est la fille de Maria. Elles ont le même âge toutes les deux. Elles sont nées à un mois d'écart. T'es de quel mois là? T'es née en mai, non? Oui, t'es née en mai. Et Zoé est née en avril. Vous allez toutes les deux avoir 6 ans. Est-ce que tu as déjà perdu des dents?
D'accord, pour prendre caméra. Alors, vous avez fait des papiers d'ailleurs à l'époque en 97. Oui, c'est moi qui les reçois parce que pour des raisons protocolaires que M. Kuperman expliquera, elles ne sont jamais remises à des municipalités. C'est soit aux personnes concernées, les juges, leurs descendants, mais là il n'y en a pas, ou dans le cas présent, moi, je suis le voilà. Jacques Belli et Roger. Vous allez voir, il était là. C'est Roger qui est resté toute la guerre. Je suis resté avant la guerre, j'étais là après la guerre et jusqu'au 40, jusqu'à octobre-novembre 40. Tu fais pas dodo parce que t'es pas un bébé. Ah oui, il faut que tu viennes, toi. Toute la guerre à Bouchon. Roger. Bonjour. Conseil général de la Somme. Je tenais particulièrement à être là aujourd'hui dans des circonstances. Nous vous remercions vraiment chaleureusement. Et du coup, beaucoup de cœur. C'est parfois tard. Les principaux intérêts généraux. Bon, je crois qu'il vont faire. Il faudrait que ça passe. Voilà. Donc les élus de Beauchamp et les amis les plus proches de M. Zisman Vénig. Je vais donc vous présenter M. Vénig, qui est assis, bien sûr, mais il a bon pied, bon oeil. Je reparlerai longuement de lui. J'espère que j'irai au bout sans trop d'émotion. La seule idée de penser que cet homme a connu Auschwitz de 42 à 45 et qu'il en a fait l'évacuation à pied nous comble d'un immense respect et nous ne pouvons que nous incliner devant lui. Mais il a bon pied, bon oeil. Et puis, il y a deux petits-enfants qui sont sur un cliché, là, qui ont bien grandi. Pardon. Pas tout à fait, peut-être. Non, parce qu'il y en a un des deux qui est moi-même sur le cliché de gauche, parce que le garçon qui est à côté, qui s'appelait Loulou Jakubowicz, c'était avant la guerre. Ça, c'est en 1939, et il était chez les Monniers. Et Roger, lui, est né en 40, donc c'était après. Voilà. Finalement, vous voyez que l'histoire, c'est une suite permanente de nouvelles, d'acquisitions, d'informations. Donc, l'un des enfants est sur la photo, mais le deuxième, il est là, bien présent. Et on nous a dit qu'il était déjà là la semaine dernière, qu'il était venu renifler un petit peu l'oxygène iodé de Beauchamp. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, nous allons essayer d'aller au bout en replaçant notre œuvre. À vous, monsieur Vénig, pardon, à vos enfants, petits-enfants, à toute votre famille, à vos amis, c'est au nom du conseil municipal et à travers lui, au nom du village tout entier, que je vous souhaite la bienvenue dans notre cité. Madame la ministre déléguée représentant l'État d'Israël, monsieur le sous-préfet en charge de l'arrondissement d'Abbeville représenté par son secrétaire général, monsieur le conseiller général, mesdames, messieurs les maires de la communauté de communes, mesdames, messieurs les élus de Beauchamp, et de manière tout à fait conviviale et habituelle chez moi, afin de n'oublier personne, chers amis. À vous tous aussi, bien sûr, j'adresse mes vœux de bienvenue et je suis particulièrement fier et heureux que vous ayez répondu à notre invitation pour honorer Charles et Marie Monnier. Votre présence atteste de notre attachement,
de votre attachement, de votre engagement à lutter pour que les faits qui sont origine de cette cérémonie soient à tout jamais gravés dans la mémoire de l'humanité, à seule fin qu'il ne soit plus jamais possible. Je fais bien sûr allusion à la déportation dans un but de destruction massive d'hommes, de femmes, d'enfants. Cette seule et modeste phrase révèle l'ampleur d'un crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité de celles et ceux qui projetèrent, qui réalisèrent ce plan odieux conduisant à la Shoah. Crime contre l'humanité pour l'appareil nazi et ses serviteurs. Crime contre l'humanité pour celles et ceux qui collaborèrent à sa réalisation et à l'application des funestes mesures. Monsieur le Président de la République s'est exprimé très clairement sur ce point. J'approuve ses propos. Était-il facile de s'opposer? Sûrement pas. Un seul cheminot, mécanicien, conducteur de train, refusa d'acheminer un convoi en partance pour l'enfer. Il le paya de sa vie. Quelques convois furent secourus dans les gares d'attente. Peu, trop peu. Un seul convoi fut par de multiples fausses manœuvres d'aiguillage perdu en France, ne parvenant jamais à sa destination. C'était en 1945, il était en partance de Toulouse. C'était peut-être devenu un peu plus facile. Peu ou pas de bombardements des structures de destruction. On sait aujourd'hui, la presse les a publiés récemment, que les Alliés possédaient des clichés d'Auschwitz. Les décisions militaires sont des choix. Elles ne sont pas faciles à prendre, et je ne souhaite pas ici refaire l'histoire. 60 ans après la libération, tout peut sembler plus facile. Face à la furie destructrice, certains ont collaboré. D'autres ont fermé les yeux passivement, et certains résistèrent diversement. Cette répartition se répéta à tous les niveaux, dans toutes les structures de notre société. Les moins nombreux furent les résistants, et ils ont payé un lourd tribut à la lutte contre l'occupation et ses conséquences. Leur cible était militaire ou stratégique. Ici, à Beauchamp, comme ailleurs, dans ce contexte de peur, de mort, d'interrogation perpétuelle pour la vie de demain, une femme, un homme, Marie et Charles Monnier, ont résisté. Ils ont combattu à leur manière. Ils ont caché et élevé Jacques et Roger Vénig, que leur avaient confiés leurs parents, pressentant que le pire allait venir. La guerre durant, dans ce petit village de France qui en est tout honoré ce jour, 2 enfants furent adoptés par un pépère et une mémère, et j'ai placé des guillemets autour de ces 2 mots, ils viennent de M. Vénig Jacques. Pépère et mémère leur apportèrent tout simplement la vie, avec les modestes moyens à leur disposition. Tout cela, bien sûr, avec la complicité de toute une population qui savait bien que l'histoire des petits-enfants n'était qu'un conte. Tout le monde savait bien que l'ancien gérant du Café d'Inchfield n'avait jamais eu d'enfant. Personne n'était dupe. Personne. Sauf l'occupant. Personne ne méconnaissait les risques pris. Peut-être que la plénitude des horreurs possibles n'était pas maîtrisée. La pleine connaissance historique ne viendra qu'après un long chemin, qu'après le retour de femmes et d'hommes qui, comme Mme Simone Veil ou M. Zisman Vénig, inlassablement témoigneront afin que plus jamais telle horreur ne soit possible, pour que plus jamais l'humanité ne connaisse telle bestialité. Marie et Charles Monnier ont bravé cela en simples héros. Voilà 2 mots qui semblent bien contradictoires. Simple, héros. Le point commun de ces 2 valeurs, c'est le mot courage. Je citerai un autre soldat de la paix, Jean Jaurès. Il représentait lui aussi les gens simples, et sa définition du courage me semble parfaitement convenir à Charles et Marie Monnier.
Le courage, c'est de comprendre sa propre vie, écrit Jaurès. Le courage, c'est d'aimer la vie et de regarder la mort d'un regard tranquille. Le courage, c'est d'aller à l'idéal en comprenant la réalité. Tout cela ressemble à un portrait possible, car je ne les ai pas connus, des actions de monsieur et madame Meunier. Mais Jaurès poursuit son écrit. Le courage, c'est aussi de chercher la vérité et de la dire. Et là, il me semble que nous, habitants de cette planète, nous avons encore des progrès à faire, car du Cambodge au Rwanda en passant par la Bosnie, nous avons parfois su et nous n'avons pas toujours dit. Ou alors nous avons dit tardivement, et parfois nous n'avons dit que de manière assez faible. Il fallait crier plus fort. Le XXe siècle a connu à son aube une tuerie dont on pensait qu'elle serait la der des der. Puis le déchaînement de la barbarie surclassa toutes les horreurs. De là naquit sans doute la politique du droit d'ingérence et l'exigence du devoir de transmettre. Un jour, sans doute, il faudra aller plus loin, car enseigner les faits pour qu'ils ne se reproduisent pas ne semble pas suffire. J'en suis, nous en sommes tous convaincus. Il faut être vigilant. La peste sort parfois des urnes. Soyons plus que jamais attentifs. C'est dans ce cadre que me semble s'inscrire l'honneur éminent qui est fait en ce jour par Yad Vashem à deux Beauchampois exceptionnels, dignes représentants de la vraie humanité. Toute notre collectivité villageoise en est à juste titre, me semble-t-il, très honorée. Tâchons d'être dignes aujourd'hui et demain d'hommes et de femmes comme Charles et Marie Meunier. Merci, Monsieur le maire, pour ces émouvantes paroles. Je voudrais très rapidement vous décrire l'action de Yad Vashem. Créé par une loi du Parlement israélien en 1953, le mémorial Yad Vashem, situé sur la colline du Souvenir à Jérusalem, a pour but de perpétuer la mémoire des 6 millions de Juifs qui ont péri en martyrs, assassinés par les nazis et leurs complices, et l'héroïsme des combattants des maquis et de la résistance et de tous ceux qui, assiégés dans les ghettos, ont déclenché une révolte sans espoir pour sauver l'honneur de leur peuple. Le nom de Yad Vashem vient d'un verset du chapitre 56 du prophète Isaïe qui dit « Et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial, Yad, et un nom, Shem, en hébreu Yad Vashem, mémorial et nom, qui ne seront point effacés. » Dans le hall des noms de Yad Vashem sont recueillis les témoignages concernant les personnes qui ont péri dans les camps d'extermination et qui n'ont pas de sépulture. Leurs noms y sont inscrits à jamais et ne seront pas oubliés, malgré les efforts de ceux qui tentent de réécrire l'histoire et de nier la Shoah. 2 millions de témoignages ont été rassemblés, il en vient de nouveau chaque jour. Les justes les ont hébergés, je parle de ces juifs qui étaient en danger de mort, cachés, nourris, leur ont souvent procuré de faux papiers, ont déployé en leur faveur toute leur énergie et leur imagination, en un temps où il n'était pas bien vu de fréquenter les Juifs, encore moins de les aider, alors que la majorité de la population était au mieux passive ou indifférente. La mission du département des Justes est d'honorer ces justes parmi les nations, de leur exprimer la gratitude du peuple juif et de l'État d'Israël. Mais en dépit de ces efforts et de ceux des volontaires qui l'assistent, tous les justes ne pourront pas être retrouvés. Les témoins directs sont de plus en plus rares. Pour cette raison, un monument juste inconnu a été érigé sur le mont du Souvenir à Yad Vashem. Depuis 1963, plus de 20 000 médailles ont été distribuées dans environ 30 pays, dont plus de 2 000 en France. Plus de 100 dossiers sont traités en France chaque année. Maintenant, je voudrais ajouter à titre personnel ces quelques mots. J'ai appris, on m'a dit que Charles Meunier était le garde champêtre du village. Je l'imagine aisément, c'est mon imagination qui travaille, je l'imagine après un roulement de tambour, annoncer à la population les lois anti-juives de 1940 et 41, et lui-même, en rentrant à la maison, être le premier à ne pas appliquer ces lois, à leur désobéir. Il y a des moments
ou lorsque les lois sont iniques, il faut savoir leur désobéir. Et je dis ça en présence ici de toutes les notabilités de Beauchamp. Je voudrais, moi aussi, à ma manière, rendre un hommage très sincère à Charles et Marie Monnier, mais les gens qui les ont connus sauront le faire beaucoup mieux que moi. Je vous remercie. Je vais passer la parole à M. Jacques Péquery, conseiller général du canton. Merci. Madame le ministre, Monsieur le maire, Monsieur le représentant de la sous-préfecture, cher Monsieur Vénig, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, je tenais bien entendu particulièrement en ce jour à être parmi vous. J'ai toujours été très sensible, de par l'histoire de mes parents, au conflit de la Seconde Guerre mondiale, à la résistance et à tout ce qui en a découlé. Nous allons le 8 mai prochain commémorer le 60e anniversaire de la victoire. Et comment ne pas mesurer le prix de cette victoire? Comment ne pas évaluer les souffrances endurées par le peuple français, par beaucoup de peuples du monde, et bien entendu, je pense aussi et surtout au peuple juif, mais aussi, et je ne saurais l'oublier, au peuple allemand, qu'il ne faut pas confondre avec la peste nazie. Les résistants allemands, les juifs allemands ont été les premières victimes d'Hitler. Ce sont eux qui ont servi pour l'expérimentation des fours crématoires, des camps de concentration, et on ne rappellera jamais assez, et c'est aussi, je pense, un des objets de cette journée, le souvenir de celles et ceux qui se sont engagés, comme l'a dit à juste titre M. Brière, qui ont eu le courage d'affronter les nazis, mais aussi d'affronter, ne l'oublions pas, le régime de Vichy, qui avait institué et instauré la collaboration avec le port de l'étoile jaune, et qui visait bien entendu, le peuple l'a compris rapidement, à l'extermination complète de votre peuple, M. Vénig. Et bien souvent, vous savez, pour que la vérité se fasse jour, il faut souvent, parfois, beaucoup de temps, trop de temps, mais un jour vient où les choses sont dites. Et c'est un jour comme celui-ci que vit Beauchamp aujourd'hui. Et puis une autre dimension à laquelle je suis sensible, c'est la notion des petites gens, des gens simples, des gens humbles, qui ont eu une œuvre, un rôle considérable dans la résistance. Ils en ont été souvent les premiers initiateurs. Je pense aux cheminots qu'on évoquait à l'instant, mais aussi à monsieur et madame Monnier, des gens très simples, qui ont eu le courage dans leur simplicité, dans leur modestie, et bien, avec leur cœur, de vous ouvrir leur toit, de vous accueillir, de vous élever comme leurs propres enfants. Et c'est à eux qu'il faut rendre hommage, à tous ces gens simples et anonymes, qu'on n'a pas toujours reconnus à temps, mais qui existaient et qui, dans l'ombre, accomplissaient le devoir du peuple français, le devoir des peuples du monde. Et je voudrais bien sûr rendre, même s'ils ne sont plus parmi nous aujourd'hui, leur rendre un hommage tout à fait sincère et tout à fait particulier. Et en vous voyant, monsieur Vénig, je pense à cette dame que je recevais hier dans ma permanence. C'est une dame qui est fille de résistant fusillé en 1943, et elle est venue me voir hier parce qu'elle a déposé une demande pour se voir reconnaître comme fille de résistant fusillé en 1943, et malgré les démarches qu'elle a engagées depuis plusieurs mois, elle n'arrive pas à obtenir cette simple carte qui lui donnerait peu de choses, mais surtout j'ai senti que c'était la reconnaissance de son père qu'elle voulait, à travers cette carte, avoir, qu'enfin il soit honoré et reconnu pour ce qu'il avait fait. Bien entendu, je vais faire le maximum pour que, c'est une dame déjà âgée, pour qu'elle puisse obtenir cette carte, et je ne manquerai pas, je lui ai proposé de lui remettre publiquement, solennellement, si c'est possible, le 8 mai prochain. Et bien voilà des exemples de juste qu'il faut souligner, qu'il faut mettre en avant, y compris vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de notre jeunesse,
Dans le monde où nous vivons, nous en avons énormément besoin, plus que jamais. Cher Monsieur Wenig, bien, j'ai été très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Et une phrase sur ce tableau m'a frappé. Injuste, un arbre. Effectivement, quelle meilleure alliance ne peut-il y avoir que d'allier ces deux symboles très forts de l'humanité et de la nature. Merci, je vous souhaite longue vie. Vous témoignerez encore longtemps de ce que fut le symbole de Monsieur et Madame Moyer. Je passe la parole maintenant à Mme Dina Sorey, ministre conseiller à l'information auprès de l'ambassade d'Israël en France. Madame Sorey. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Monsieur Alain Brière, maire de Beauchamp, Monsieur Florine, secrétaire général, Monsieur Jacques Frécléry, conseiller général, Monsieur Coppermink, délégué de comité français pour Yad Vashem, Messieurs Zisman et Jacques Penning, témoins, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je voudrais commencer ce matin-là pour dire quelques mots après le décès du pape Jean-Paul II. Je voudrais dire que c'était un homme qui a eu un rôle extraordinaire dans les relations et le rétablissement des liens entre juifs et catholiques. Pour nous, il restera dans notre mémoire collective la personne qui a marqué le plus le rapprochement judéo-catholique. C'était en 1993 qu'un accord a été signé entre Israël et le Vatican et depuis là, les relations ont été promues de jour en jour. Et on ne peut pas ne pas se rappeler de sa visite à Jérusalem à l'an 2000 qui nous a marqué nous tous et qui restera dans notre mémoire collective. Je voudrais aussi dire quelques mots sur l'antisémitisme. Le pape il a souligné en plusieurs reprises sa détermination de lutter contre l'antisémitisme et qui, d'après lui, c'est un péché contre l'homme et Dieu. Et c'est dans cet esprit que je suis sûre que les justes ont réagi. La reconnaissance de justes parmi les nations est le plus grand hommage que l'État d'Israël puisse faire. C'est un titre qui n'est pas seulement gravé dans les pierres de Jérusalem et sur des médailles, mais qui est inscrit au plus profond de la mémoire du peuple juif. Le peuple juif n'oublie pas. Il n'oublie pas ni le mal qui a été fait par les uns, ni le bien prodigé par les autres. Ces personnes lumineuses et généreuses, qui ne demandent d'ailleurs aucun honneur, mais que nous voulons remercier individuellement. Car il faut bien saisir ce que représentait à cette époque la protection des Juifs. La barbarie nazie était une machine de mort infernale, minutieuse et exhaustive, qui ne laissait rien au hasard. Entre 1940 et 1945, la France traverse la période la plus sombre de son histoire. Elle a capitulé devant l'Allemagne nazie et les Juifs, d'abord mis au banc de la société, sont ensuite fichés, marqués, puis rapidement traqués comme des bêtes et persécutés. Personne n'est épargné. Hommes, femmes, enfants et vieillards. Plus de 76 000 Juifs, soit un quart de la population juive de France, seront déportés, exterminés dans les camps de la mort. Cette entreprise de mort a pu se dérouler aussi à cause des collaborateurs qui adhèrent dans leur besogne les nazis, parfois même les dévancèrent. Bien plus nombreuse, une grande majorité est restée silencieuse et passive, parfois par indifférence, souvent par peur. Mais il y a eu des personnes investies corps et âme dans le sauvetage de quelques juifs, en toute simplicité, en toute abnégation, en mettant leur propre vie en péril. On peut s'interroger sur les motivations de ces justes. En effet, il lui était si facile de ne rien dire, de ne rien faire. Il lui même était plus facile de dénoncer ces juifs pour se ranger du côté du plus fort. Pourtant, ces justes considèrent que ce qu'ils ont fait était naturel, qu'il n'aurait pas pu être autrement.
En agissant ainsi, ils n'ont pas seulement sauvé des innocents d'un mort certain, se dressant contre la barbarie, ils ont sauvé la dignité de l'homme, ils ont sauvé l'humanité tout entière. Dans l'urgence de sauver une vie, les justes ne se rendaient pas compte qu'ils accomplissaient quelque chose d'exceptionnel. Ils étaient tout simplement des êtres humains qui venaient au secours d'autres êtres humains désespérés. Cela leur paraissait évident. Leur noblesse d'âme leur a permis de dépasser la peur et la lâcheté. Ce n'est pas une qualité si courante. Vous devez vous demander pourquoi nous vous évertuons à penser à ces années terribles. À cette question, le philosophe Vladimir Jankélévitch équise la réponse suivante. Quelque chose nous incombe. Ces innombrables morts, ces massacrés, ces torturés, ces piétinés, ces offensés sont notre affaire à nous. Qui en parlerait si nous n'en parlions pas? Qui même y penserait? Dans l'universelle amnistie morale accordée depuis longtemps aux assassins, les déportés, les fusillés, les massacrés n'ont plus que nous pour penser à eux. Si nous cessions d'y penser, nous achèverions de les exterminer et ils seront anéantis définitivement. Le devoir de mémoire est encore un acte de justice envers les justes, connus et inconnus. Mais la mémoire est encore un bien très précieux à l'homme pour construire son avenir. Un bien qui, s'il n'est pas manipulé, peut nous éviter de reproduire sans cesse les mêmes erreurs, les mêmes lâchetés. Je veux vous dire ici toute notre gratitude envers les justes. Les miens, bien sûr, celles du peuple juif et celles de l'État d'Israël. Ces justes, Charles et Marie Monnier, sont pour nous, pour les nations du monde et pour toujours les meilleurs de l'humanité. Ce sont eux qui nous donnent encore la force de croire à cette humanité. Merci à eux, merci à vous du fond du cœur. Jacques Zisman, oui. Roger. Monsieur Vénig, quelques mots. L'aîné, le cadet, le père. On appuie où, là? Ici. Ici, il faut parler à sa voix. Oui, après les allocutions qui viennent d'être présentées par M. Brière, M. Pécry et Mme Dina Sorek, c'est un honneur extrêmement difficile de dire quelques mots. J'avais préparé quelque chose, je vous rassure, je l'ai oublié dans ma poche et je vais vous dire un peu tout autre chose. Nous étions venus ici, mon père et mes frères, en novembre 1997, pour déposer une plaque sur la tombe de Charles et Marie Monnier en reconnaissance de ce qu'ils avaient fait. Et c'est là où je vous ai tous, je dirais, retrouvés avec M. Alain Brière. Et je me suis dit, il faut que nous allions au-delà et que nous fassions quelque chose pour qu'ils soient reconnus pour ce qu'ils étaient, des justes. Et c'est ma femme, Thérèse, ici présente, à qui nous devons le bonheur d'être là aujourd'hui, car elle est occupée. Et elle a réussi, car ça n'est pas très simple. C'est de grandes formalités, ça prend du temps. Et lorsque Mme Dina Sorek le dit, c'est un véritable honneur dont nous devons tous être conscients. Et nous sommes aujourd'hui ici pour témoigner de cette mémoire. Et si aujourd'hui mon père, qui est ici présent, qui a 92 ans, a pu avoir mon jeune frère qui est ici, Michel, c'est parce que Charles et Marie Monnier nous ont sauvé la vie. Et si aujourd'hui
Nous avons 3 de nos filles qui sont là avec leurs maris, avec leurs enfants, donc nos petits-enfants. C'est parce qu'ils le doivent, comme je le dois, et comme Roger, qui est ici présent, aussi a une fille, il a également une petite fille, il a un gendre, et c'est grâce à eux que nous sommes aujourd'hui présents. Il y avait donc ce devoir de mémoire qui devait être fait. Merci à mon épouse, et merci à vous tous d'être ici aujourd'hui. Ce que je voudrais encore dire, avant de parler de Charles et Marie Meunier, c'est que mon père a été un des tout premiers, notre père, excuse-moi Roger, a été un des tout premiers déportés juifs de France. Il a fait partie de ces rafles où la police française demandait aux juifs étrangers, car à l'époque il était polonais, de se présenter au commissariat de police pour décliner leur identité. Il s'est présenté et on lui a dit repartez chez vous, prenez une valise. Il est discipliné, très respectueux des lois. Il a été chercher sa valise. Il est revenu au commissariat de police de la rue Béranger, je crois, à Paris. Et il a été interné à Pithiviers de mai 1941 à mai 1942. Il a été inclus dans le 4e convoi de juifs français à destination de Auschwitz. À Auschwitz, il a réussi à survivre par miracle, car on ne pouvait pas survivre à Auschwitz au-delà de 2 ou 3 ou peut-être 4 mois. Il a eu de la chance, il a su saisir cette chance. Ensuite, il a été parti de la marche qu'on a appelée la marche de la mort, entre Auschwitz et d'autres camps. Lui a atterri à Mauthausen, en Autriche, où il est resté pendant 5 ou 6 semaines en quarantaine. Et évidemment, la quarantaine, c'était quoi? C'était les mettre dans une douche. Il faisait moins 25, sorti nu de la douche, et resté dehors, et ça pouvait durer comme ça toute la journée, pourquoi pas toute la nuit. Il n'en est pas mort. Il y avait la chance, d'autres qui diront il y avait la providence divine. Toujours est-il qu'il a terminé la guerre dans un commando du camp de Mauthausen à Ebensee, dans le Tyrol autrichien, où lui et ceux qui étaient internés devaient creuser le fameux réduit alpin. Délivré par l'armée américaine, le 6 mai 1945, il est rentré chez lui. Il est arrivé à l'hôtel du Tessier à Paris où tous les déportés revenaient. Il a pris le métro avec sa tenue et le poinçonneur ou la poinçonneuse le voyant, il n'avait pas de ticket, lui a dit passer parce qu'à l'époque dans le métro de Paris, il y avait des poinçonneurs et des poinçonneuses. Et il est rentré chez lui sans rue du Temple. Il arrive et il trouve sa femme, premier miracle. Et il a retrouvé ses enfants, deuxième miracle. Donc nous sommes aujourd'hui ici, je voudrais dire quelques mots, mais ensuite je voudrais que mon frère parle de Charles et Marie Meunier, car lui a passé toute la guerre et moi je suis parti en 1942 à la fin de l'année pour être hébergé par un autre couple sans enfants dans la banlieue de Compiègne à Royalieu, à 600 mètres du camp de Royalieu où on envoyait les juifs qui allaient être déportés sur les camps de la mort en Allemagne, mais également les résistants français. Et à ce propos de résistants français, je voudrais vous dire que j'avais un cousin germain qui était le fils du frère aîné de ma mère, qui a été parmi les tout premiers résistants français, puisqu'il a distribué des tracts à Paris, et il est dans la crypte du Mont Valérien, parce que, hélas, il a été fusillé. Charles et Marie Meunier, c'étaient des gens simples. Charles était un homme généreux, expansif. Marie était calme, elle était réservée. Mais ces gens simples ne se sont jamais posé la question de savoir ce qu'il fallait faire. Ils nous connaissaient d'avant la guerre, ils savaient ce qui allait se passer. Ils ont recueilli Roger 6 mois après sa naissance. Ils m'ont recueilli après être rentrés de l'Exode, et ils nous ont protégés, ils nous ont nourris, ils nous ont sauvés. Mais toute la population de Beauchamp était également là, parce que c'était bien évident que nous ne pouvions pas rester dans ces conditions s'il n'y avait pas eu cette complicité active de la population de Beauchamp. Et lorsque j'entends dire, parce que je voyage beaucoup, j'ai vécu aux États-Unis, je vais toujours aux États-Unis, lorsque j'entends des Américains dire que les Français étaient comme ci, étaient Français, tous les Français n'ont pas été comme ci et comme ça, et beaucoup de Français ont fait leur devoir au péril de leur vie en faveur des Juifs. Roger, est-ce que tu veux dire quelques mots de... Non, tu appuies.
Tu appuies en parlant. Comme ça? Oui. C'est bon. On entend? Oui. Appuie un peu plus fort. Est-ce que vous en... C'est bon là? Oui, c'est ça. Bon, on est ici pour évoquer le passé. C'est important, je pense, parce qu'on en vient. Mais le plus important, à mon avis, c'est surtout d'être présent. D'être présent dans la joie d'exister, puisqu'on existe, et c'est pas évident, on peut s'en aller du jour au lendemain. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'est que le présent, il ne faut surtout pas le mettre de côté. Papa, tu veux dire quelque chose? Il peut encore. Bon. Attends, tu vas là. Oui, tu appuies dessus. Appuie ici. Je voudrais remercier tout le village de Beauchamp et tous les alentours du fait qu'ils ont voulu nous honorer ce jour-là aujourd'hui. C'est un grand honneur pour moi d'être donné. J'étais porte-roche pendant 2 ans et demi et puis à ma troisième. Alors pour moi, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et je puis encore vivre et raconter mon interprétation pour la ville de Beauchamp. C'est vraiment merveilleux. Je vous remercie tous et toutes. Pour clôturer cette émouvante cérémonie, Monsieur le secrétaire général de la sous-préfecture. Madame la ministre, représentant l'ambassadeur d'Israël en France, Monsieur le conseiller général, Monsieur le maire, Monsieur Kuperling, représentant le comité français Yad Vashem, Monsieur Rémi Père, Monsieur Jacques Vénic, Monsieur Roger Vénic. Il est difficile de parler après ces témoignages. Le silence serait instinctivement le seul hommage digne des souvenirs qui viennent d'être évoqués ici. Pourtant, il faut dire et répéter, car nous savons maintenant ce qu'est le mal absolu. Le génocide, la Shoah, l'Holocauste. Combien de ces hommes, malgré tout, combien de ces femmes ont risqué leur vie pour en arracher d'autres aux griffes des bourreaux. Ainsi, Charles et Marie Monnier agissaient, œuvraient, en protégeant Jacques et Roger Vénic, avec le silence protecteur de la population de ce pays, dont je connais personnellement, pour l'administrer, l'attachement si fort, j'allais dire viscéral, aux idéaux de la République, qui ne sont pas vains, et aux valeurs humaines. Car c'est vrai, il y a la démocratie avant, j'allais dire, le second conflit mondial, et il y a la démocratie après. Et nous connaissons, j'allais dire, la valeur de ce mot, et aussi ce qu'il faut éviter. Charles et Marie Monnier luttaient aussi contre l'anéantissement programmé d'une partie de l'humanité, le peuple juif, qui est porteur, ne l'oublions pas aussi, d'une partie de nos racines. Aujourd'hui, Jacques et Roger Vénic, et Monsieur Vénic, qui ont pu échapper à une mort voulue la plus ignominieuse possible par ceux qui l'avaient planifiée, sont porteurs de cette histoire, de cette mémoire. Mais cette mémoire, je veux dire, elle n'est pas qu'histoire, elle n'est pas sur du papier, elle est, je veux dire, chair, elle est souffrance, mais aussi elle est amour, s'agissant, je pense, de Monsieur et Madame Monnier. Maintenant, il est de notre devoir et de notre responsabilité commune de faire vivre cette parole. Et j'allais dire, pour être représenter la République, je n'ose dire l'État, ce mot a été pollué à une certaine époque, ça n'est pas sans émotion que je prononce ces paroles. Donc je crois que c'est notre devoir de faire vivre cette parole, ces paroles qui viennent d'être dites, et tous les repères, je veux dire, qu'elle nous donne, par un engagement et une vigilance constante qui doit prendre toutes les formes de l'éducation, mais aussi, c'est mon travail, de la répression, sans faiblesse, s'il y a lieu. Comme l'a souligné M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre,
lors de l'inauguration du nouveau musée de l'Holocauste, en s'adressant au président de l'État d'Israël, donc ce nouveau musée situé au cœur du mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, c'est l'honneur de l'État d'Israël que vous représentez, d'avoir voulu honorer par la création du titre de juste des nations tous ceux qui, au péril de leur vie, aidèrent les Juifs pourchassés. C'est notre devoir commun de nous incliner devant toutes les victimes de la Shoah et de tous ceux qui ont eu à en souffrir. De l'attention qui est portée à toutes ces victimes dépend une part essentielle de notre avenir. Je vous remercie nous avoir permis de porter ces paroles essentielles. Oui, on va au cimetière. Nous souhaiterions nous rendre au cimetière car nous avons apporté une gerbe que nous souhaiterions déposer à titre de mémoire et de célébration sur la tombe de Charles et de Marie Monnier. Et ensuite, puisque vous avez organisé si bien les choses, vous rejoindre pour ce vin d'honneur, ce buffet. Merci. Une dernière chose que je voudrais, il y a ici une personne qui est la fille de la nièce de Marie Monnier, que j'ai connue. C'est donc une personne, deux personnes qui sont de la famille de Marie Monnier, et je pense que ce serait bien qu'elle dise peut-être quelque chose. Vous dites, venez. Pour moi. Très heureux qu'un hommage soit rendu à notre oncle et à notre tante. Nous étions enfants, mais toute la population de ce pays n'a jamais dit quoi que ce soit, aussi bien dans les écoles que personne n'a jamais soulevé le problème qu'il pouvait y avoir, que mon oncle et ma tante aient deux enfants chez eux, qui n'étaient pas leurs enfants et qui n'étaient pas non plus leurs petits-enfants. Moi, je les ai connus tous les deux, puisque j'étais un peu plus âgée, et j'ai toujours apprécié leur compagnie. Merci. Oui. Pardon. Évidemment, nous vous invitons tous à nous joindre à M. Vény qui tiennent absolument, on comprend tout à fait, à se rendre sur la tombe de Charles-Marie Monnier. Je pense que tous ceux qui sont là feront la démarche avec nous. On peut considérer que la cérémonie officielle est terminée, mais elle se prolonge naturellement par ce moment d'émotion. En même temps, mais il n'y aura pas d'allocution au cimetière parce qu'il n'y a pas de moyen de communiquer de façon à ce que tout le monde entende. Nous déposerons avec M. Florin, représentant la République ici. Les anciens d'Auschwitz. Goulafko. Oui. Vous êtes dans l'association des anciens. J'ai fait l'ancien portail, le rue des Roues. Oui, rue Leroux, oui, dans le 16e. On était là il y a 3-4 ans, on a visité Auschwitz justement avec des camarades qui sont arrêtés. Vous n'êtes pas nombreux. Hein. Non, vous n'êtes pas nombreux. Nessim. Nessim. Anes, oui, Anes. Nessim sur pluriel, oui. C'est Anes. Jiddisch. Vater, mijn moeder, redt Jiddisch in Je zet nog één kijk meer. Donc je redt Jiddisch zu mir. En die aanvullen in Franseus. De Pologne, on parle tous yiddish. Bien sûr, bien sûr. C'était la langue du pays. Et c'est une si belle langue. Das Mameluschen. Mameluschen.
Mameluschen. Als je me daarom zeggen, als je dit aan toe doet, Bien sûr, on en parlait. Bashevis Singer. Bashevis Singer, il a eu le prix Nobel pour Yiddish. Bulavko, le président des anciens d'Auschwitz. Bulavko. Oui. Vous êtes dans l'association des anciens? Je suis dans une portée de rue des Roues. Oui, rue Leroux, oui, dans le 16e. On était là il y a 3-4 ans, on a visité Auschwitz justement avec des camarades qui sont arrêtés. Vous n'êtes pas nombreux, hein? Non, vous n'êtes pas nombreux. Nessim. Nessim. Un Nes, oui, un Nes. Nessim sur le pluriel, oui. C'est un Nes. Très Yiddish. Vater, Mutter, Yiddish. Vous êtes norien quand il Donc, Migret, Yiddish, Sumi, die aanvullen in Französisch. De Pologne, on parle tous yiddish. Bien sûr, bien sûr. C'était la langue du pays. Et c'est une si belle langue. Das Mameluschen. 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 Als je me daarom zeggen, als je dit aan toe doet, Bien sûr, on en parlait. Bashevis Singer. Bashevis Singer, il a eu le prix Nobel pour Yiddish. C'est étonnant, vous êtes norien quand il dit. Donc, Migret, Yiddish, Sumi. De Pologne, on parle tous yiddish, alors il n'y avait pas de problème. C'était la langue. D'accord. Bonjour Pépé. T'es tout beau, dis donc. Toujours, hein, pour les cérémonies magnifiques. On ne peut pas faire autrement que d'être bien habillé pour une cérémonie comme ça. Alors, après mon manteau. Mon manteau pour sortir. Oui. C'est beau, hein? Il y a un beau Pépé très beau. Voilà. Alors, les médailles, je les garde. On va refermer. T'as vu, c'est du bois d'olivier. Oui, on va fermer. Voilà. Hop, comme ça ne tombe pas. Il faut les voir, de près. Les médailles de juste. Oui, on y va. Allez, viens. On y va. Viens, mon bébé. Hop. C'est bon. Ça, c'est ma fille. On peut y aller, il fait beau, c'est à 300 mètres, on peut aller. C'est pas. Il y a de la police, ils font passer tranquillement. Pardon, je t'ai pas dit bonjour. J'ai dit bonjour à ton épouse, mais pas à toi. J'ai dit que c'était bien de venir. C'était bien. C'est bien d'être là. On y va? On y va? C'est une journée formidable, il fait beau en même temps. T'as pas trop chaud? Non, ça va. Je ne cours pas, je marche. Ça fait rien. Yves, vous connaissez ma bête petite fille? C'est une cérémonie formidable. Hein. Je n'ai pas attendu d'avoir un tel succès. T'as le succès, hein, t'as vu, hein? T'es une star, mon bébé. Hein? Oui. Allez, c'est parti. Oui, mais à force on ne sait plus. Oh, j'en ai embrassé du bon. Je suis préfet d'avoir vu qu'on avait
C'est fini. Oui, François, c'est Henri. Ne compte pas sur nous tout à l'heure. On est pris en bouffant, on est resté là. Ouais, merci. Hein. Oui, oui. Ah oui, vous avez vu. Ah oui. Vous avez mis là pour montrer. Vous n'étiez pas venu en 97? Les cinéastes, ils sont partout. Hein. Attention derrière. On n'était pas... C'est toi qui as organisé avec les cinéastes là, pour venir filmer? Oui. Ah oui, parce qu'on commence les tournages. Sono cineasti. Rodrigo. Rodrigo. Non, je ne m'attendais pas à avoir une telle cérémonie. Voilà, monsieur. C'est là que dorment monsieur et madame. Voilà, Mounier. c'est ça, oui. Et c'est la plaque que vous aviez apportée Voilà, avec ouais, vos c'est enfants. Ça, ouais, quand je suis venu il y a 3 ans. Voilà. Ouais. On va attendre. Il a été réparé parce que... Voilà, la tempête de décembre, on l'avait fait basculer. Ça, je raconte à tout le monde que c'est la tempête. C'est vraiment que la tempête. Oui. C'est très bien, c'est un film de septembre. C'est bien, non.
chacun dans ses convictions, peut-être dans sa religion. En tout cas, nous marquons tous une minute de silence sur ces deux justes élevés au rang des nations ce jour. Nous allons incliner les couleurs à la mémoire de monsieur et madame Monnier. Porte-drapeau à mon commandement, incliné. Levé. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. On va se tourner vers le monument aux morts où tous ceux qui ont aidé à votre libération, ou tous ceux qui au moins se sont battus pour notre idéal républicain à tous, reposent en paix. C'est le moindre hommage qu'on peut leur rendre aujourd'hui. On va faire un point là. Ça va aller. Voilà. Alors, quitte à se répéter, mesdames, messieurs, je vous demanderai d'observer une minute de silence à la mémoire de tous ceux, de toutes celles qui, en uniforme ou sans uniforme, dans toutes les guerres, ont combattu pour que nos trois couleurs vivent aujourd'hui dans la liberté, l'égalité, la fraternité et dans une Europe en paix. Chacun sait ici que c'est le sens que je donne à la présence de ce pavillon européen. Messieurs, quand vous voulez. Si vous voulez bien observer une minute de silence. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Porte-drapeau au commandement, incliné. Levé. Incliné. Levé. Incliné. Levé. Je vous remercie. Alors en partant, nous arrêterons à la stèle. Je ne prononcerai aucun mot parce qu'avec la circulation, on n'entend strictement rien. Soyez tous très prudents, ils sont très pressés vers la mer dès qu'il y a du soleil. Même quand il n'y a pas de soleil. T'as pas trop chaud, ça? Toi, tu l'as enlevé quand on... Oui. Tu sais, là j'ai rien préparé. Voilà, c'est ça. Parfait, ma fille. Parfait, parfait. Très bien. Voilà. Voilà, comme ça elles vont durer un peu plus. Oui, c'est bien. Ça fait rien, c'est une marque de... C'est un témoignage, comme quoi nous sommes venus. On vient de la terre, on retourne à la terre. Voilà. Poussière, on retourne à la terre.
Oui, ça sera comme on était la dernière fois. Bon. Honoré, là. C'est ça, on marqué. Hein. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé du temps tout à l'heure. Il y a des cinéastes partout. Polonais, hein, comme de Pologne. Hein. Ah oui, oui, c'est Jerzy Polak. Jerzy Polak. Ah, d'accord, j'étais à Lodz. Lodz? Ah oui. Lodz, Sztejt à côté. Sztejt à côté, oui. C'est mais j'étais à Lodz. Pas dans la grande ville. Hein. Oui, j'étais à Lodz pendant pas mal d'années. Dès Lodz, j'ai quitté la Pologne. À 17 ans, je suis parti en France. Votre famille, elle est d'où? Elle est de la région de Lodz? La famille, vos La parents? famille, non, c'était Krońsk. C'était un petit village de Krońsk. Mais à Lodz, c'est-à-dire, je suis venu à Lodz. Voilà, c'est un grand. Je suis venu travailler avec mon père. Et puis alors, j'ai quitté Lodz à 17 ans. À 17 ans. C'était Comment tu connaissais les Monniers, justement? Hein? Comment tu as connu les Monniers? Par des amis qui étaient médecins. Alors, en parlant, on cherche quelqu'un qui voudra garder Jacques. Il était terrible, il était un enfant terrible, Jacques. Ah bon? Alors, il voulait s'en débarrasser. alors, nous on dit, tiens, on a des amis qui ont un enfant là à Beauchamp. On n'a pas le temps de parler de ce village-là. Puis alors, on est venu le voir, on l'a placé. Et puis, bon, il était là, bien soigné. Et il restait là quelques mois, il nous l'a ramené. Il avait quel âge quand tu l'avais mis? Il avait 7, 5 ans, 14 ans. Déjà, ça ne pouvait pas être 5 ans puisqu'il est né en 36. Tu l'avais mis ici avant la guerre alors, non? Oui, avant la guerre. Mais t'es venu à quel âge la première fois? Je suis venu, c'était en 1938, j'avais 2 ans et demi, 3 ans. D'accord. Et ensuite, mais tu faisais l'aller-retour sur Paris ou... Non, on était en pension ici. D'accord. Voilà. Et après la guerre, ils l'ont gardé. C'est une histoire assez courante et à chaque fois, elle est extraordinaire. Ça vient et on va aller... Non, ça va. Ça va, non. Ça va. Ça va. Ça va. Passer sur le côté? Tu veux passer sur la route? On peut descendre sur la route. Il y a beaucoup de voitures, non? Il dit là-bas déjà. Là, on garde la petite. Hein. Ça va, t'as pas chaud? Ah non, bon, ça va. Où est le maire? Ça va, ça va. Non, ça va. Fais attention au coudoir. C'est un défaut, j'étais ambulancière avant, là, j'ai toujours que quelqu'un tombe, tout ça. C'est bien. Tu fais penser avant de partir à venir. Je vous aide. Non, ça va. Ça va aller? Oui, oui. Non, 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 ça va, ça va, ça va aller, ça va aller. Mettez-vous au milieu, oui. Madame sur le côté. Voilà. C'est symbolique, je vais arriver à le tenir seul. Ne cassez pas la tête, faites semblant, suivez-nous, monsieur. Venez. Faites attention, il y a une marche. Faites attention à la marche. Et puis là, voilà. Je vais venir. Les anciens combattants. Les anciens combattants. En mémoire de résistants disparus, nous allons saluer la 3 fois. Incliné. Levé. Incliné. Levé. Incliné. Levé. C'était à l'époque vos compatriotes, puisque c'était une division blindée polonaise qui a libéré toute cette région.
avec, je veux dire, enfin, qui était à la pointe des armées de Montgomery, avec la hargne que vous imaginez. Ce que j'expliquais à ma fille aussi à l'instant, c'est qu'il y avait une énorme présence de l'armée allemande ici. Ici, il y avait une énorme présence de l'armée allemande. Donc là, la résistance avait reçu des ordres de les organiser au maximum, etc. Des petites actions de freinage, de sabotage fixé, etc. Et derrière, il y avait ce qu'on avait appelé d'ailleurs, que les historiens ont appelé la Blitzkrieg de Montgomery, et qui avait lancé donc alors, les Polonais et les Canadiens qui eux vraiment suivaient la côte et les Polonais sur cet axe. Et donc le 3 septembre 1944, Abbeville va être libéré par une division blindée polonaise, donc c'est 50 jours pour jour après la libération. L'histoire a des symboliques vraiment assez fortes, assez prégnantes. C'est les Polonais qui sont venus à Beauchamp. Voilà, c'est les Polonais qui ont libéré. Voilà. Tu vas enlever, attends, donne-moi ton manteau. Parce que... Tu vas cramer, oui, il doit avoir. Le chapeau aussi, mets le chapeau. Non, maintenant je mets le chapeau sur la tête. Oui, parce que ça me brûle. Le soleil, parce que je suis bien protégé. Tu vas aller en voiture avec Jacques? Oui, là. Tu vas en voiture? Oui, Jacques. Tonton, il va aller en voiture ou tu vas avec ta famille? Il va aller en voiture. C'est quand vous voulez, je peux marcher, je peux aller en voiture. En voiture. En voiture, tu vas aller en voiture, tu vas être fatigué. D'accord. Puis il y a la côte à monter là. Ah, d'accord. Il va en voiture. Alors je vais en voiture. Oui, j'attends. avec Tata Thérèse. Oui, c'est un ordre. Ah oui, avec Thérèse. Oui, c'est un ordre. On va être filmé sur toutes les coutures. Ben oui. Et alors ça passe. Mais c'est toi qu'on filme sur toutes les coutures, mon bébé, parce que c'est toi qui es la star. Ah oui, voilà. Comme je suis tailleur, ça fait que les coutures, je les connais. Oui, ça y est, le carrosse de monsieur est avancé. Ah. Alors, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort? Ouais, vous allez. Vous montez derrière. Là, on va au cimetière, là. Où est-ce qu'on va au cimetière? Ah. Ah. On n'est pas affamé, mais on va s'instaurer quand même. Allez, c'est parti. Tout le monde ne va pas monter avec moi? Je vais y aller à pied, moi. On reprend là-bas, d'accord? Ah, d'accord. On est filmé sur toutes les coutures. C'est le tour. Elle est toute petite, mais dans mes souvenirs, elle était plus grande, quoi. Bah oui, c'est sûr, parce que nous, on était beaucoup plus petits. Ouais. Elle est toute proprette. Tu veux y aller en face? Toi, face à la caméra. Viens devant la caméra. Je suis pas une
star, moi. Bah oui, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je fais, les pieds au mur? Bah non, tu racontes les souvenirs d'ici. C'était l'enfance, l'innocence. Les jeux, je m'échappais, j'allais courir dans les pâtures pour piquer des pommes. et pour chasser les papillons. Et j'avais la sale manie de vouloir faire une collection de papillons. Après, j'ai compris qu'il ne fallait pas faire chier les papillons. Donc c'est venu après. Avec l'âge. C'était l'innocence cruelle. Voilà. Bon, bah, on va pas s'éterniser. Allez, merci. viens. C'était la maison peut-être C'était vraiment l'homme le plus connu du village. C'était le garde champêtre. Tous les jours, il voyait les habitants. Tous les jours, il allait chercher, comme il le disait, s'il n'y avait pas à manger pour ses piots. Ses piots, c'est en picard ce que ça veut dire, c'est ses petits. Donc il n'avait pas des grosses ressources. Il était obligé de ruser, en définitive, d'aller quémander un peu de sucre à la sucrerie, d'aller demander à des fermiers, est-ce que vous n'avez pas quelque chose pour que je puisse, parce qu'ils n'avaient à nouveau pas de moyens. Ils n'avaient pas de retraite à l'époque, c'était la vente de leur café-tabac d'un chevil qui leur procurait les quelques moyens de subsistance. Ma mère a envoyé, quand elle le pouvait, un peu d'argent, mais là aussi, c'était pas facile. Il ne fallait pas que ça se sache. Bon, après la guerre, c'était autre chose. Mon père a fait ce qu'il a pu pour justement les aider. Et vos parents, vous y pensiez? Mes parents? Quand vous étiez ici? Non, j'étais à la fois trop petit, je savais que mon père n'était pas là, je savais que ma mère n'était pas là, et puis il fallait se cacher. Quand j'étais à Compiègne, j'ai un souvenir extrêmement précis où elle était venue me voir, elle m'avait quitté, j'étais en train de jouer avec un traîneau à roulettes, on faisait ça avec des roulements à billes, et elle m'a embrassé, il y a eu un mouvement de recul, il ne fallait pas qu'on sache que c'était ma mère. Donc finalement, oui, j'y pensais, mais... Vous l'aviez intégré donc complètement. Ah oui, c'était très difficile ensuite de remonter le fait qu'être juif c'était une tare, que c'était quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Et j'ai mis très très longtemps à prendre le dessus. C'est quelque chose finalement d'assez terrible parce que c'est nier sa propre identité. Moi j'ai été heureux. Enfin, je suis là vraiment parce que c'est des souvenirs de bonheur pour moi. L'enfance ici à la campagne, il n'y avait pas toutes ces constructions, il n'y avait que des pâtures, c'était beaucoup plus rural en fait. Maintenant c'est devenu bon c'est un peu la banlieue quoi. Enfin, il y a encore de la campagne quand même. C'était l'apprentissage de la liberté parce que je partais de la maison et j'allais dans televisie, فاشتغلت في التلفزيون يا قد ما حسين في التلفزيون حسين أول كان بيعرف التلفزيون فيلميات مثلا في التلفزيون من فرانكراير C'est formidable d'avoir toutes ces données ça autour. شلونك انت؟ شلون الانجليش؟ China. Qu'est-ce qui t'en fait? La scène of the television. Quel gars marqué ça? Ils sont formidables. Très bonne ville.
Thank you.